Tu vas être shade un peu. Ah ouais, carrément. Je crois que j'ai été un peu embauché parce que j'étais vraiment taré. Mais c'est un logo qui ne fera rien. En vrai, c'est un basique, basique. J'ai mis 33 ans de ma vie pour comprendre que c'était quelque chose de bien pour moi et c'était une fierté. Je trouve très dommage qu'il y ait des gens qui prennent énormément de temps, énormément d'argent pour faire des trucs médiocres. Et ça m'énerve. Bienvenue dans CMJN saison 1, c'est le podcast où on invite des personnalités variées au profil coloré, autant des CEO touche à tout que des créatifs farfelus ou encore des illustrateurs de talent. Leur point commun, l'industrie créative ou plus largement, la communication et les arts graphiques. Alors installe-toi et bonne écoute. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Adrien. Salut. Le pur produit créatif dyslexique de la région qui apporte de la couleur un peu partout où il passe. Je pense que c'est plutôt un bon descriptif. Ouais, c'est une bien. Phrase. C'est bien. On a tout dit, je pense. Ça va. Je pense que je suis pas le seul dyslexique et créatif de la région. Je l'espère pas. Non, il y a plus de créatifs. Mais le taré plein de couleurs qui amène ça, ouais, c'est moi. Ouais. Tu as travaillé à Londres pendant de nombreuses années chez Fearlessly Frank, si je le prononce plutôt pas trop mal, et aussi Endeavour, EMG, tous ces boîtes avec des noms imprononçables. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rachète, il rajoute une lettre. C'est complètement stupide. Et du coup, maintenant, tu es Adobe France Evangelist. Voilà, c'est ça. C'est un contrat français, je travaille pour le global. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est un métier pas vraiment courant. On sait pas trop, quand on est en dehors de cet univers, on sait pas forcément trop le scope du job. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Si vous voulez, je suis une sorte de community manager. L'idée, c'est comment on fait pour qu'une très grosse boîte qui est super intéressante, qui essaie de faire énormément pour la communauté créative, se met au plus proche de la communauté et comprenne, parce que ça va très vite, tout bouge énormément. Donc, des positions comme moi, où en fait, je suis le lien entre la grande boîte Adobe qui fait des produits absolument exceptionnels, mais en même temps, les créatifs qui sont partout, qui sont différents, qui sont uniques, avec des pensées différentes, et comment on fait pour vraiment lier les deux. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que moi, je suis un créatif avant tout. J'ai fait, comme tu as dit, 20 ans de carrière dans la créa, dans le design, donc j'ai ma tête de créatif. Je suis pas là pour vendre le produit d'Adobe, je suis là pour penser comme un créatif et parler à vous en tant que créatif. Et j'ai l'impression que ma carrière de branding se transforme doucement, et là, je trouve que la forme la plus pure de branding, c'est ce que bizarrement je suis en train de faire maintenant, où il n'y a pas de logo, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de marque, mais il y a juste des conversations de 1 à 1 purement, et qui bougent en anglais, qui move the dial, qui bougent l'aiguille énormément en fait, qui ont un impact fulgurant, alors que c'est des conversations 1 à 1, mais sur une échelle petit à petit où tu es capable de presque contrôler le ressenti, l'émotion d'une relation client et image de marque. Et c'est quoi la journée type? Alors déjà, mais du coup, il n'y en a pas. C'est une horreur. Ce serait la réponse. Tout le monde dit, oh, mais il n'y a pas de journée type. Tous les jours, et ça. Oui, c'est extrêmement varié, surtout parce que j'ai la liberté de penser, de mettre en avant et de trouver toujours des nouveaux trucs. Et puis, je suis hyper actif, donc on continue. Chaque jour, il y a une nouvelle idée. Non, en gros, les journées type, je suis papa de 3 enfants, donc tu te lèves quand les enfants se lèvent. Donc, ça peut être à 5 heures du matin ou ça peut être à 8 heures en stress, on est en retard. Tu sais jamais, je mets plus le réveil, j'en ai marre. On parle là-dessus, et le but, c'est, voilà, il faut créer du contenu, il faut être là. Donc j'essaie de très rapidement être sur les réseaux sociaux. Si j'ai mon contenu prêt de la veille, comme il faut que je fasse, mais c'est rare à faire, il est là, il est lancé, c'est bon, et je vais répondre, et je vais d'abord passer une bonne heure à 2 heures sur soit Instagram, LinkedIn, les deux, voire Reddit et autres, pour répondre aux gens, pour engager, pour être là au plus proche, pour montrer que je suis là, pas uniquement parce que c'est une partie de mon travail, parce que j'adore ça. Quand je vois que vous partagez des choses, l'agence, c'est super cool, j'ai envie de vous promuer, j'ai envie de montrer ce que vous faites, j'ai envie que les gens voient le super travail que vous faites. Donc c'est ce que je fais dans les premières heures. Ensuite, c'est voilà, créer du contenu, penser du nouveau contenu, toujours constamment, puisque c'est mon job, je vais être toujours à la pointe de comprendre tous les outils Adobe, donc toujours se former, il y a toujours des nouveautés qui sortent, on est constamment bombardé avec des nouveaux tests, donc c'est bien, mais ça donne toujours du travail. Une des grandes choses nouveaux dans mon travail, c'est quand tu travailles dans une compagnie comme Adobe qui a plus de 70 000 employés à travers le monde, c'est pas uniquement être visible à l'extérieur, mais c'est être visible à l'intérieur. Donc c'est un constant travail de faire en sorte que tu existes, que tout le monde dans l'entreprise te voie, mais que toi tu les connaisses aussi, parce qu'il y a un nombre de divisions, de subdivisions et autres, et c'est très dur d'être visible. Donc c'est cette bataille de voilà, avoir du temps pour créer du contenu, connaître les gens, les comprendre, les écouter, les partager, les supporter. Et aussi à côté de ça, j'aime beaucoup faire les événements, donc c'est toujours le prochain événement, mettre en place des pages, tout que ce soit clair, que tout soit lié, qu'on ait trouvé les bons endroits et ainsi de suite. Et ça prend pas mal de temps. Qu'est-ce qui t'a amené à la création
et à ce métier? Il y a personne qui m'a amené à cette création. Enfin, je crois qu'on est, pour tous les créatifs qui vont nous écouter, c'est en nous, quoi. C'est en nous, peut-être plus ou moins pour certaines personnes. C'est ce moment où t'es innocent quand t'es jeune et tu fais des choses complètement créatives. Au moment ou même des années après, tu te fais bon bah voilà, c'est moi, j'étais jeune, je faisais ça, et tu penses pas. Et après, avec du recul, plus grand, avec une expérience, tu fais ah mais en fait, j'étais peut-être pas comme tous les autres. Il y avait déjà quelque chose. Il y avait quelque chose. Donc c'est vrai que il faut absolument que je crée constamment, quoi. C'était avec mes mains, c'était en dehors, c'était des cabanes, c'était des trucs avec du bois. Petite histoire, bah tiens, ça va être drôle, ça. Story time. Peut-être. Il y aura un générique. Je me souviens au primaire, j'avais compris que je pouvais faire des journaux, des designs de journaux, en tout simplement, je prenais une page de papier blanche, et je découpais des headlines, des titres, des machins, et je les recollais, et après j'allais à la photocopieuse, et je photocopiais ça, et je faisais des en-têtes de journaux comme ça, et je faisais pour la mise en page. Je trouvais ça absolument génial, les colonnes et tout. Je crois que j'étais en CE1. C'est dingue. Et je trouvais ça super. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'étais le seul à faire ça dans la salle première salle multimédia où t'avais des espèces d'énormes Mac super deep. Et l'histoire qui est encore plus drôle, c'est que ma femme qui a toujours rêvé d'être une journaliste, qui écrit absolument super bien, elle, bah, sûrement au même moment, elle écrivait des articles comme si elle était une journaliste. Donc en même temps, sans y penser, on a créé notre propre monde en étant tout petit, juste parce que c'est comme ça. Donc pour te répondre, la créativité, je crois qu'elle est en nous et elle se montre d'une façon différente, mais elle est là, quoi. C'est juste savoir l'écouter et lui de laisser sa place, être super en confiance avec elle et pousser. Et d'être aussi entouré de bonnes personnes, parce que toi, du coup, c'est un peu ton maître qui t'a aussi permis d'avoir cette liberté-là. Ouais, c'est vrai que c'est un grand débat, ça. Je pense que dans l'éducation, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'éducation, les parents, son entourage, c'est super important de donner de la validation à la nouvelle génération, à leur comportement, et pas essayer de les mettre dans des boîtes ou leur dire ce qu'il faut pas faire. Et en tant que papa maintenant, j'essaye justement d'être le mieux ouvert, et peu importe ce que tu fais, sois fier et force et fais-le à fond, pas de jugement. Et c'est dur parce que tu répliques ce que tes parents ont fait de temps en temps. Mon coach fait non, on fait pas comme ça, fais comme ça. Et je me recule et je fais non, en fait non, fais-le. Parce que peut-être tu vas m'apprendre un truc, ou alors peut-être que tu vas faire une faute, mais c'est pas grave. Le fait de faire une faute, tu auras appris quelque chose. C'est tellement important de pousser les gens, leur donner la confiance et leur laisser assez d'espace pour être libre à créer. Est-ce que tu penses que la dyslexie, c'est un atout maintenant pour toi dans la création? C'est une très bonne question, j'aime beaucoup ça. Déjà parce que je le dis, tu as pu le voir, je le marque très partout, je suis fier dyslexie, je le mets. Pour moi, ma dyslexie, c'est un super pouvoir. Full stop. Je suis fier des dyslexiques. Ce qui est génial, c'est que je vois tout différemment. Je suis super créatif. Je pense à des idées hors du commun. Bon, les side effects, c'est que je fais des petites fautes d'orthographe, mais personne n'en a rien à foutre. Et j'en rigole avec ça, parce que c'est vrai qu'il y a encore un stigma énorme, et énormément de gens viennent me voir après, me dire merci beaucoup, parce que moi, j'ai même pas le courage de le dire, je le cache. Et même ma mère, il y a encore quelques mois, me dit mais tu sais, il faut peut-être pas que t'en parles autant que ça. C'est pas très bien pour ton CV, pour ta carrière. Et c'est uniquement le jour où j'ai pris en main et je l'ai marqué, et ça m'a complètement relâché, ça m'a fait prendre conscience. Et j'ai mis littéralement, je me souviens, je le dis, j'ai mis 33 ans de ma vie pour comprendre que c'était quelque chose de bien pour moi, et c'était une fierté. C'est ce qui différencie des autres, ça fait partie de toi, tu peux pas le... Soyons réalistes, nous les créatifs, je trouve qu'on est encore mieux que les autres, malheureusement, je suis désolé pour tous les autres. Un comptable, c'est un comptable. Même les meilleurs comptables du monde, tu peux trouver un autre comptable. Tu vois ce que je veux dire? Un bon créatif, il aura une voix, une vision unique propre à lui-même. Tu pourras pas remplacer. C'est qu'on a une valeur absolument énorme, et c'est pour ça qu'il faut vraiment, dès le plus jeune âge, comprendre, on prend ça en main et on fait non. C'est notre force. Et je le dis, que vous soyez ADHD, dyslexique, neurodiverse, quoi que ce soit, c'est votre force. C'est génialissime de pouvoir avoir une vision complètement unique des choses. C'est uniquement quand j'étais à Londres où mes premiers boss m'ont dit non, fais ça à 100%, parce que c'est ta vision unique qui va nous permettre d'amener des idées plus intéressantes et de sortir du lot et de faire des choses mieux. Et on voit d'ailleurs, avec tout le chat de Léa et tout machin, c'est bien, mais ça a créé en fait quelque chose d'homogène, une uniformité, et c'est dommage parce que la vraie créativité, c'est pas forcément de faire la meilleure chose, le plus beau ou quoi, mais c'est quelque chose d'originel. Et c'est super intéressant, et je le vois. Il y a un débat, tu vois des jeunes artistes qui sortent, qui sont énormes, alors attends, est-ce qu'il est pas trop jeune, il connaît pas encore, voilà, comment faire
bleeds, les machins, les trucs, les choses, les marges, les HTML. C'est vrai. Oui, mais c'est ça aussi être créatif, c'est trouver aussi des fois des chemins détournés pour t'amener au résultat ou un autre résultat, mais qui est quand même satisfaisant, tu vois. Exactement. Ils ont une patte unique à eux-mêmes, ils sont fiers et ils y vont sans détour, et je trouve ça génial quand je vois ça, quoi. Donc oui, la dyslexique, c'est au top. Même, et si vous n'êtes pas dyslexique, c'est pas grave, mais en tout cas, pour tous ceux qui sont neurodiverses, c'est génial, quoi. C'est un super pouvoir. On va passer au Deadline Fighter. Maximum de réponses en 1 minute. Adobe ou Adobe? Adobe. La suite Adobe complète, tu la trouves trop chère ou pas? Non. Pourrais-tu te passer de ton tel 24 heures? Non, oui, je veux. Tu considères avoir réussi tes rêves? Oui, mais j'en ai plus. Est-ce que tu payes ta propre suite Adobe? Non. Tu es plutôt Paris, Londres ou Côte d'Azur? Oh my god, ça se dure, attends. Ah, il faut choisir. On fera bien, non, c'est pas grave. Côte d'Azur. Est-ce que tu connais tous les logiciels de la suite Adobe sur le bout des doigts? Non. As-tu déjà utilisé Canva? Oui. As-tu des habits noirs chez toi ou que de la couleur? J'en ai quand je suis triste. Si tu n'étais pas Adobe Evangelist, quel métier ferais-tu? Je crois que je continuerais à faire du design, mais plus dans l'expérientiel, quelque chose en relation avec l'humain et le design et le 3D. Quel est ton logiciel Adobe préféré? Photoshop, InDesign. Ah, c'est mignon. Du coup, cette semaine, c'était l'Alliance à Cannes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait, ce que tu devais faire, comment ça s'est passé? L'Alliance, c'est un festival absolument hallucinant, qui est d'ailleurs rebrandé sur le festival de la créativité, qui est plus le festival de la pub, pour être honnête. Mais il y a une ferveur créative absolument énorme. Et vraiment, mon but cette année, c'était d'amener le plus de créatifs à Cannes, de leur donner cette expérience et leur donner l'accès au plus possible à tous ces talks qui sont quand même absolument extraordinaires, parce qu'on est capable de voir des athlètes, des designers, en tout cas des brains, des cerveaux absolument hallucinants qui parlent de créativité, qui parlent de pensée, qui parlent d'humanité, qui parlent de AI, qui parlent de tout. Donc c'était vraiment mon but de la semaine, c'était de leur faire partager ça au plus possible. J'ai mis en place une page et envoyé pas mal de promotions pour attirer le plus grand nombre de créatifs, que ce soit de la région ou même internationaux qui sont venus. On a eu la chance de rencontrer littéralement Brian Collins il y a quelques mois, Brian Collins, si vous ne connaissez pas, qui est un designer absolument hors norme, new-yorkais. Allez le voir, et c'est génial ce qu'il fait. Il loue une villa et son pitch c'était exactement le même que le mien. C'était d'amener plus de créatifs à Cannes et d'avoir moins de talk about big money. Il est très très drôle, très haut en couleur. C'est plus chill, vachement accessible. Voilà, donc on a fait un breakfast le matin dans sa villa, absolument magnifique, avec les gagnants des Young Lions l'année dernière. On était à peu près 60, donc ça c'était vraiment ultime, super. En gros, on a eu à peu près une 130 personnes qui sont venues durant 4 jours, qui ont l'expérience du festival, qui ont écouté plein de talks avec plein de marques différentes. Donc ça, pour moi, c'est un grand succès, et c'est surtout que j'ai pu montrer aussi à Adobe qu'il y a un potentiel de vraiment amener plus de communauté, d'amener plus de créativité. Et vraiment le plaisir que j'ai eu à voir tout le monde, tout le monde qui s'est engagé dans les Lions cette année, beaucoup plus que l'année dernière. C'était un grand bonheur. C'était vraiment génial, et c'est vrai que les Lions, c'est pas que c'est élitiste, mais c'est des badges qui coûtent souvent très cher, enfin plusieurs milliers d'euros. C'est pas accessible, c'est moins accessible pour les jeunes créateurs, les jeunes designers. Donc c'est vrai que de pouvoir faire ça, c'est hyper important. Et c'est génial, quoi. Et je pense que c'est pareil, c'est un bon émulateur pour la créativité. Tu rencontres plein de monde, t'as des opportunités de dingue, et le fait que tu t'aies facilité ça, c'est vrai que c'était un peu ouf cette année. C'était cool. Merci. Donc bien joué. Faire plus encore. Ouais, l'année prochaine, on va tout donner. Je voulais qu'on reparle aussi un peu de Londres, si ça te va. Enfin, de l'Angleterre. Avec grand plaisir. Que tu nous racontes un peu ton expérience là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Comment ça s'est fait? Pourquoi t'y es resté autant de temps? Pourquoi t'es parti? J'ai toujours eu un peu la bougeotte à voir qu'est-ce que je peux faire next. Et j'ai grandi à Nice. Ça a changé maintenant. J'adore Nice. Nice, c'est une super ville et tout. Mais il y a 25 ans, quand je grandissais à Nice et que j'étais aussi haut en couleur et aussi créatif, j'étais un peu regardé de la tête en bas et je me sentais pas à ma place. C'était un peu dur. Il y avait pas de vision, en fait. C'est une très belle vie. Il y a plein d'art, plein de trucs créatifs. Mais tu veux pas, en tant que jeune créatif, même tu comprends pas ta créativité encore. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Où je vais aller avec ça? J'étais bloqué. J'avais mon rêve d'aller à Londres et j'étais toujours bloqué. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont encore ce blocage en pensant Londres, c'est trop cher, c'est trop grand, je vais jamais y arriver, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et j'étais bloqué à ça. Et ma copine du moment, c'était assez sérieux, on a resté 2 ans ensemble, elle m'a fait méga cocu un moment. Et j'ai pris une grosse claque dans ma gueule. Et à ce moment-là, j'ai fait, tu sais quoi?
Je suis parti. Londres, c'est maintenant. Je suis parti en 2 semaines. Je faisais une école de commerce à un moment, je sais pas ce qui s'est passé avec moi. Pardon, alors attends, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur ça? Pourquoi? Toi en école de commerce. Mon parcours est très drôle, hein. Et encore une fois, je vais être très honnête, c'est la pression sociale. C'est que je suis sorti du lycée, donc j'ai fait un STR appliqué par chance à Antibes. Après, je me suis dit, cool, je vais faire une école de design industriel parce que j'aimais bien l'architecture, tout ce qui était physique et tout. Aussi. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans les salles de Reims, qui est en fait une très bonne école. C'est pas en fait, c'est juste que je crois que le en fait, on sait pas trop. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai eu du mal à trouver une école. Je voyais tous mes collègues qui étaient bien mieux que moi en dessin, qui allaient à Penningen, toutes ces grandes écoles et tout. Et en fait, j'étais accepté dans cette école et j'ai réalisé, enfin, mais c'est une super école, en fait. J'aurais pas dû cracher dessus. Je suis monté à Reims. J'ai adoré. J'étais pas si mal que ça, en fait, hein. Mais j'en ai marre d'être assis, quoi. Je veux créer, je veux y être, je vais être dehors, je veux aller. Donc j'ai fait 6 ou 9 mois. Je suis redescendu. J'ai commencé à faire du street art, je me suis fait attraper parce que je faisais du street art sur Agnès B. Et le gars d'Agnès B, en fait, m'a dit, mais non, arrête, reviens, mais fais ma vitrine. Mais bien, fais ça correctement. Fais ça correctement. Donc, en faisant du street art, j'ai fait sa vitrine. Et la vitrine est arrivée, une autre vitrine. Et puis, au bout d'une autre vitrine, c'est Gary Affel de Nice qui sont venus me voir pour que je sois décorateur pour eux. Et j'ai commencé comme ça, un peu, je trouvais ça absolument génial. L'idée de tu fais quelque chose, mais il y a un but derrière, c'est pas juste de l'art pour de l'art. J'ai toujours aimé ça, c'est avoir ces deux choses, quoi. J'ai jamais vraiment été un artiste pur. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an et demi, j'ai vu mon patron, adorable, super créatif, mais il connaît 1500 balles. Et il y a pas de honte à ça, mais je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer 20 ans pour gagner un salaire de 1500 balles? Tu voyais pas d'évolution, tu avais pas de perspective, quoi. Donc j'ai commencé à faire une école de commerce en me disant que c'était mieux, que j'allais faire de la finance et que j'allais faire des thunes et que tu allais devenir et que ma mère était très contente de ça parce qu'elle me voyait juste t'as un gars qui travaille dans les rayons des grandes surfaces, tu sais rien, voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait finance, après j'ai fait un peu de marketing et puis après encore une fois 6 mois avant la fin, j'ai dit non mais c'est de la grosse connerie, quoi, ça me saoule. 6 mois avant la fin. 6 mois avant la fin, maman elle en est encore verte. J'ai continué mes écoles de commerce à Londres, à Westminster, pour arrêter tout quand je suis arrivé à Londres et que Londres m'a devenu une grosse claque dans la tête, quoi. C'est incroyable, Londres. C'est une ville folle. Voilà, j'ai vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé une famille là-bas. J'ai trouvé des gens qui me ressemblaient. Et mais plus que trouver des gens qui me ressemblaient, j'ai vu des gens qui me ressemblaient qui étaient super successful. Qui avaient des boulots qui me donnaient et ça me faisait du rêve, quoi. Et je fais putain, mais en fait, ce que j'ai à l'intérieur de moi, je comprenais pas avant. C'est là. Je peux l'utiliser pour devenir quelqu'un comme j'ai toujours rêvé. J'ai essayé 3 fois de rentrer de Londres. Et 3 fois de suite, quand je rentrais de Londres, la première fois, je crois que je suis resté 2 jours en France. Et je suis reparti. Ah ouais, parce que le gap était trop grand, quoi. C'était trop grand. J'arrivais pas. C'est surtout parce que maintenant je sais pourquoi ça m'a pas marché. Parce que quand t'as pas ta carrière, ton boulot bien carré, quand tu rentres de Londres, tu prends une claque, c'est trop dur. Les gens te comprennent pas, ça va pas. Et c'est que maintenant où j'ai ma carrière derrière moi, que j'ai plus rien à prouver à personne, que les gens, me respectent un petit peu, mais en beaucoup encore qui me regardent de haut en bas. Et ils voient ma position, ils sont surpris, quoi. Regardez comment vous vous habillez, regardez ces couleurs, est-ce que vous êtes un homme, une femme, on sait pas. Vraiment. Ils comprennent pas, tu vois. J'ai les cheveux longs maintenant. Non, mais waouh. Ah non, mais c'est bas étage. C'est tous les jours encore, tu vois. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as posé la question, Côte d'Azur Londres, c'est très dur à répondre, c'est 2 choses différentes. Je pense que ma soul est encore à Londres, c'est une ville extraordinaire. Et d'ailleurs, comme pour le dire à tout le monde, n'hésitez pas à y aller, c'est pas si cher que ça. Non, c'est pas plus cher qu'à Paris. Enfin, il y a une opportunité énorme. Tu peux devenir qui tu veux à Londres, c'est ça qui est beau, quoi. T'as ton rêve, n'importe quoi, au plus extrême que c'est, tu trouveras la façon de le faire là-bas et les gens t'accepteront pour ça et tu pourras faire un succès de ça. C'est pour ça que Londres, c'est un bout de génial, quoi. Allez à Londres. Voilà. Est-ce que ça te dit qu'on parle un peu d'IA? Vas-y, avec grand plaisir. Déjà, quel est ton avis sur l'IA? C'est génial, mais c'est fou. Dans les moments où t'es bien, où t'es plein d'énergie et tout, c'est la porte à tous les rêves et ça, machin. Et les jours où t'as un peu le moral dans les chaussettes parce que tout est un peu dur, parce que tu vois à côté de toi des gens qui réussissent mieux et tout machin, là tu dis ça va me manger et tout machin. Donc il y a cette contrebalance. Mais de manière générale, quand je m'assois, j'aime beaucoup l'IA. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dans le marché créatif, même si, soyons vraiment honnêtes, ça va bouleverser énormément les choses, mais ça va pas nous remplacer. L'AI, c'est des modèles d'imagination qu'on feed d'informations.
la création. Donc, si tu arrêtes de filer cette création, c'est un vase clos, de toute façon. Ouais, c'est un vase clos. C'est l'IA, même les meilleurs, vont pas être comme des esprits neurodivers ou quoi que ce soit à sortir des trucs. Le retour principal, c'est que on revient à l'humanité pour pouvoir vraiment faire du contenu qui est bien. Alors, c'est vrai que il y aura moins de contenu pourri, il y aura beaucoup plus de contenu médiocre et bon, et la partie du contenu de très bonne qualité que nous on adhère, et ben ce sera avec des agences, ce sera avec des designers qui mettent le temps, qui mettent l'humanité et tout dedans pour créer ça. En fin de compte, l'IA, ce qui va être extrêmement bon, c'est que ça va ouvrir les portes à énormément plus de gens qui sont créatifs, mais qui sont peut-être pas formés à la création comme nous sommes formés. Donc on va pouvoir voir un monde esthétique mieux, des meilleures choses, mais si on voudra toujours le meilleur travail, le travail qui crée de l'émotion, le travail qui change les choses, le travail qui vend, on va être toujours très très important l'industrie créative. Et nous, ça nous pousse à être meilleurs, je trouve aussi, tu vois. Ça nous pousse à nous bouger encore plus, à aller gratter, à aller chercher à aller creuser les concepts, à aller creuser les émotions, les histoires. On voit des limitations. Je sais qu'il y a des IA qui sont encore mieux que d'autres et je ne connais pas encore toutes les IA, mais pour moi, j'ai pas encore vu. Oui, les images, elles sont magnifiques et tout, y a pas de souci. Mais quand on parle, maintenant l'IA, il peut tout faire, ta campagne, machin, tu fais juste savoir prompter et tout. On va se calmer, quoi. Les résultats sont intéressants, mais c'est du copier-coller. Oui, de toute façon, il y a ça. Deux personnes différentes feront le même prompt, le résultat sera relativement similaire dans tous les cas. Exactement. Et c'est marrant. Je veux dire un truc très, très personnel où je me suis senti très, très bête il y a 2 semaines de ça. Donc, avec Brian Collins, quand même, je sais pas si vous savez qui c'est, pour moi, c'est un peu mon idole, quoi. Le fait qu'il clique, qu'il fait, vas-y, on fait un truc ensemble. Ça, c'est fou. J'étais en échange d'emails avec Brian Collins pendant 2-3 dernières semaines pour mettre en place Breakfast. Et il y a un email où j'ai envoyé, c'est le visuel que je propose avec le copy pour le post, pour Instagram, pour LinkedIn et tout, pour promouvoir et tout machin. Et j'avais utilisé, ChatGPT pour finaliser, pour être sûr que la traduction était bonne et que j'avais pas de faute d'orthographe et tout. Mais c'est vrai que le ton était un peu ton ChatGPT, comme moi j'utilise pas non plus tous les jours ou quoi, ça va pas sauter, je trouvais ça intéressant, il ajoute un peu de truc que moi j'aurais pas pensé quoi. Et lui il a directement claqué, et il m'a dit tout est bien, par contre on voit très bien que t'as écrit avec ChatGPT, ça passe pas, il faut changer. Et je me suis senti le gars le plus pourri du monde, quoi. Vraiment. Alors il avait juste pour juste relire machin etc. Essayer de faire en sorte que ce soit bien. Et il a totalement raison. Et je lui ai dit, t'as absolument raison. Donc maintenant, ça m'a mis un petit claque dans la gueule pour faire en sorte que oui, je l'utilise encore. Voilà, qu'on fasse en sorte que ce soit toujours du travail original et avec mon ton de voix et autres. Que ce soit toi, quoi. Même si c'est personnalisé. Côté unique et notre super power des dyslexiques, ça l'enlève, en fait. Ça nous aide parce qu'on a on enlève les barrières, on se sent moins jugé, on peut écrire plus facilement. Mais on perd une partie de nous-mêmes. Mais oui, non, l'IA, c'est cool. Et je pense que c'est un outil comme Photoshop quand c'est arrivé, qui a changé le monde. Et il va falloir savoir bien changer le monde. L'industrie créative a été changée à tout jamais avec l'avènement de Photoshop. C'est pas parce que je travaille pour Adobe que je dis ça. Avant Photoshop, le monde était différent de l'industrie créative, en tout cas. Vrai. Est-ce que tu peux nous parler de la gestion un peu des droits d'auteur par rapport à l'IA, Adobe, tout ça? Je sais qu'il y a des outils aussi, il y a des choses qui permettent de traquer, de brander, de dire que c'est ton travail dans les métadonnées, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? J'en parle, c'est Adrien Châtelain qui parle, qui travaille avec Adobe, mais c'est ma vision des choses aussi, donc on prenait pas, c'est pas Adobe qui parle. Adobe, on dit, et c'est la phrase d'Adobe, et que j'aime, je la dis, parce que je trouve qu'elle est vraie, elle est forte, c'est qu'on essaie de délivrer des outils pour les créatifs et avec les créatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand l'IA est arrivée, tout le monde était très excité, mais aussi, il y avait aussi énormément de peur, énormément qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et pour nous, l'envie première, c'est créer des outils qui soient pour les créatifs et qui soient faits avec eux et qui les servent, pas qui les desservent. Et les droits d'auteur sont quelque chose absolument extrêmement important. Peu de monde les comprennent et c'est extrêmement complexe, mais c'est important que quand toi, tu passes des années à créer un style,
que quelqu'un puisse pas après dire ouais le style de machin et tac. Studio Ghibli, tout ça. C'est pas normal, c'est complètement hors du commun. Et même en tant que créatif, ça nous arrive tous d'être inspirés par. Oui. Mais on a un respect de quel point on va s'inspirer. On met toujours un peu de notre sauce ou quoi, parce que c'est normal. Quand tu génères quelque chose avec Adobe, donc Adobe Firefly qui est le modèle d'Adobe, tout ça est entraîné sur les droits d'Adobe, donc les droits t'es donnés. Si tu payes une subscription, c'est pas craqué, c'est tes droits. Donc, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Tu l'as pas volé à quelqu'un. Et tout ce qui a été entraîné sur des photos qui ont été déposées sur Adobe par quelqu'un d'autre qu'Adobe, bah, cette personne, déjà, on lui demande s'ils veulent que ces photos soient partie de la base de données ou pas. Et si tic oui, on lui rémunère aussi à chaque fois qu'Adobe, ou en tout cas que Firefly utilise sa photo, une partie de sa photo, on va le rémunérer en ce sens-là. Donc, c'est vraiment c'est du donnant-donnant. C'est une opportunité pour ça. C'est important. C'est une bonne façon de faire. Bah, c'est réglo. Voilà. Et aussi, il y a une initiative qu'on a mis en place qui est très importante, et c'est drôle parce que l'Union Européenne est arrivée un peu après nous dans un truc similaire, qui est peut-être similaire, mais je trouve qu'Adobe est intéressant aussi, qui s'appelle Content Credential. Ouais, qu'est-ce que c'est Content Credential? C'est exactement ce que je voulais que tu me... J'y vais parce que je trouve, moi, personnellement, là, c'est Adrien Châtelet qui parle. Ouais. Je trouve ça génial. Moi, j'ai découvert il y a quelques mois. Et en vrai, c'est super. C'est trop cool. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Content Credential, c'est quoi? Dans tous les outils Adobe, il faut l'activer d'abord, pour être sûr que vous liez avec votre nom et tout, pour qu'ils comprennent que c'est vous qui créez les choses. Mais chaque image qui va être créée est attachée avec une métadonnée. Alors, le métadonnées classique qu'on faisait avant, c'était attaché au fichier lui-même. Et ça, le problème, c'est que si tu faisais un screen grab ou tu pouvais toucher le fichier ou quoi, tu pouvais toucher la métadonnée. Maintenant, la métadonnée est envoyée dans un cloud de blockchain. C'est-à-dire qu'elle est dissociée de cette image, elle est balancée sur cloud chain, et une fois qu'elle est là-bas, plus personne ne peut la toucher. Par exemple, je génère une image. Je commence par une vraie image que j'ai prise. Allez, sur Photoshop, on sait que c'est Adrien Châtelet qui a pris cette image. Après, je vais faire du Genfish, je vais ajouter des éléments AI, machin, dessus, nanana. Je vais faire des retouches, machin. Et après, je vais l'exporter en PNG et je vais la donner, je vais la mettre sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ou ça va passer sur un client ou quoi. Et quelqu'un d'autre utilise cette image, ou tout simplement un client voudrait savoir d'où vient cette image. Et ben, tu peux faire un screen grab, tu le balances dans le Content Credential website, ou il y en a 2-3 qui font la même chose, qui sont accès à cette blockchain. Et il va scanner cette image, il va la reconnaître. Et il va tout simplement te sortir en toute transparence la fiche d'identité, mais d'une force hallucinante. C'est-à-dire que c'est pas uniquement il va te dire mais c'est Adrien Châtelet qui l'a fait. Non, c'est Adrien Châtelet qui l'a fait. Il a commencé par une image qui était sur Photoshop, qui a été faite par Adrien Châtelet. Ensuite, ça a été à cette date, ça a été changé avec cet élément. Tu verras tous les éléments qui ont été ajoutés et avec toutes les dates, transparence, qui a fait quoi, si c'était sur différentes machines et différentes personnes. Et ça, c'est fantastique. Il faut de la transparence avec le monde de l'AI, de savoir d'où ça vient, de savoir genre est-ce que c'est une vraie image ou pas. Déjà, c'est la base. Je sais pas. C'est très unique. Je suis excité de ça. Je sais que on va dire mais c'est Adobe qui parle. Mais Content Credential ne marche pas uniquement pour les images qui ont été faites avec les AI. Mais imaginez, vous êtes un illustrateur. Tout le monde utilise Fresco et pas Procreate. Fresco qui est la tablette, en fait, le logiciel de graphisme sur tablette vecteur que tu peux faire avec ton stylet par Adobe. Mais il y a ça aussi sur Fresco. Et une marque à métadonnées qui dit ça, c'est non AI. Ça a été fait par cette personne humaine uniquement. Donc maintenant, on va pouvoir avoir cette validation aussi de pouvoir dire, voilà, non, vous achetez pas de l'AI, vous achetez de l'humain. Et je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Bah, merci beaucoup. On va passer sur le dernier petit jeu, si ça te va. J'aime bien les jeux. Ouais. Allez, let's go. On va voir le logo. On a quoi? Allez, 5 secondes, 4 secondes. On montre à la caméra et on argumente, ok? Ok. Ah ouais, c'est pour les branding. Oh, j'adore ça. Non, mais je vais être bon à ça, mais je vais. Non, mais tu vas être shade un peu. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Pendant pas mal de temps, j'ai fait des revues de logo et de branding. J'ai aussi la conscience que il y a souvent, c'est des procédés et que souvent, bah voilà, c'est pas uniquement un mauvais designer, c'est qu'il y a des teams derrière, il y a des marketing et des contraintes horribles et tout. Et je suis sûr que le designer ne veut peut-être pas forcément ça. Mais c'est comme un Celui-là ou pas? C'est bon. J'achète. Tu peux les classer comme ça, tu les as. J'achète. Ouais, nope. Exactement. Moi, c'est hell yes ou hell no. Il y a jamais de mouais. Ouais, mais c'était pour pas être clivant. Si tu sais pas trop, tu vois, c'est un peu ton joker. Mais ok. Allez, let's go. Carrément nope. Ah, ok. Pourquoi?
Bah, ils étaient pas très beaux avant. Bah ouais. Mais là, c'est tellement basique, quoi. C'est un peu un no-logo. Dans 5 ans, c'est un no-logo. Dans 5 ans, t'es boring. Je s'échelle là-dessus. Oh. C'est pas moche. Il y a rien d'horrible. Ça, c'est un logo très propre. Mais c'est un logo qui ne fera rien. C'est un basique. C'est basique. Et en vrai, il est propre. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien le petit détail avec le cas. Par contre, la grosse force de Back Market, c'est l'univers graphique qui est fou. Ouais. D'accord. Par contre, l'univers, il est dingue. L'univers graphique, ils ont fait un grand effort et tout. Il y a un truc. Franchement, mais les le films sont logo, canons, ça sert à rien. Je trouve très dommage qu'il y ait des gens qui prennent énormément de temps, énormément d'argent pour faire des trucs médiocres. Et ça m'énerve. Parce que je dis, gars, après, le médiocre, c'est médiocre pour nous, mais c'est pas médiocre pour tout le monde. Tu pourrais passer un peu plus de temps, même si t'as un client chiant ou quoi que ce soit. Apprends à gérer mieux ton client pour être sûr qu'il y a une base minimum d'un truc, quoi. Et parce que c'est trop dommage, vous avez des bonnes têtes, utilisez-la, quoi. Et puis il y a aussi le avant, il y a comment t'as abordé le truc, est-ce que t'as vraiment creusé, t'as cherché vraiment pourquoi ils ont besoin de ça, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça, et puis après c'est l'argumentaire aussi, en vrai. C'est dommage, quoi. Il y avait plein de trucs qu'ils auraient pu faire, c'est dommage. Ça va? Moi j'ai mis Nope. Tu dis Nope? Ouais, moi j'ai mis Nope. Je le trouve un peu complexe. En fait, je trouve que c'est un peu trop. Bah après c'est un peu old school parce qu'il commence un peu à dater. Mais c'est vrai que c'est un peu trop détaillé. Ça va pas forcément marcher dans plein de contextes. Après il y a un attachement émotionnel parce qu'on connaît tous Nestlé. Exactement. Et puis même les ratios, je trouve que tu vois le signe du coup est très très gros. Il écrase un peu le Nestlé. Enfin non. Ouais, écoute, moi, pourquoi j'ai dit j'achète? Parce que tout simplement, je pense que d'ailleurs c'est drôle parce que c'est l'émotionnel et la familiarité. Je trouve que Nestlé, au fin de compte, même si c'est pas génial comme logo, ils ont le coup gardé. C'est vrai. De pas laisser de réinventer et faire un truc horrible. Faire un rebranding avec juste un bon, machin. C'est vrai que un petit refresh le mot Nestlé, mais en gardant l'esprit avec le trait que c'est propre, va pas les tuer. C'est simple, mais c'est tellement efficace, tu t'en souviens et tu vas acheter cette borne parce qu'il y a un attachement émotionnel. Et Nestlé, c'est un peu ça. Tu vois là, je vois ça, je vois la chicorée, je vois les trucs, tu vois le réconfort, tu vois l'odeur, la famille, je vois les petits beurres. Et c'est pour ça que je dis, c'est un bon branding. Parce qu'au fin de compte, ils ont le culot de rester médiocre, mais parce qu'il y a un attachement familial à ça. Ah, ok, j'entends. Tu m'as presque convaincu. Ah, ouais, j'achète. Ouais, c'est canon. J'achète. Alors, oui, c'est bien. C'était clivant. C'était clivant. C'était clivant, je suis d'accord. Pourquoi j'achète? Parce que c'était vraiment pourri avant. Ils ont les couilles de faire quelque chose de différent. Oui. Qui sort des codes d'habitude. Le violet, c'est la couleur que j'aime. J'ai horreur du violet. Mais tu sais quoi? J'ai trouvé que le fait qu'il y ait une sorte, tu sens la musique dans leur visuel, ils l'ont transféré dans le logo. Et même si la typographie du Deezer, ok, elle est un peu basique et tout. Bon, ils ont fait un peu des trucs, mais ils ont une culot quand même d'aller le mettre en bold, de comprendre leur audience, un peu edgy, de pousser un peu plus loin. Je suis carrément d'accord et j'aurais pas dit mieux. Et je suis un peu d'accord, moi, sur le Deezer. Ouais, on pourrait passer 2 petites heures en plus sur la typo, histoire que ça soit vraiment finesse, quoi. L'univers global aussi est cool. Le rebranding, franchement, par rapport à avant, c'est du jour et la nuit, quoi. Alors moi, je vais dire j'achète. Alors que le logo en lui-même est un peu... Je vais dire ouais. Ouais. Ah, peut-être, je devrais mettre... Ah, c'est dur. En vrai, moi, je suis partagé. Je serais entre j'achète et moi. Parce que, en fait, déjà, la marque, j'aime beaucoup la marque. La marque est cool. Le logo comme ça est horrible. Il faut pas le voir comme ça. En fait, si t'enlèves le mot innocente, c'est quelque chose de holy, de saint, avec ils mettent le fruit en avant, machin, le packaging est vraiment clever. Ils ont le culot d'être proche de la communauté, de bien faire les choses. Tu crois que c'est super healthy, ça reste quand même des trucs bourrés de sucre et tout machin, c'est pas non plus les trucs les plus philosophés. Il y a rien de différence entre Tropicana et Innocente, mais ils sont très intelligents à la façon dont ils le font, donc c'est pour ça que je dis j'achète. Il y a une vraie dissonance entre les deux. En vrai, là, en le revoyant, tu vois, je l'avais pas depuis longtemps. Comme c'est marqué comme ça, c'est là. Ouais, faut pas le voir comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ils pourraient quasiment oublier le mot innocente et juste utiliser En vrai, les gens se rappellent beaucoup du signe. Ça. Ah, c'est fun, ça. Alors, c'est Twitch. J'achète, en vrai. Allez, il faut choisir. J'achète parce que j'ai mis ma casquette de l'équipe qui a créé ça. Ok. Pour moi, personnellement, Adrien Châtelet, c'est un peu carré, ça un peu, il y a 20 ans, bon, ça me parle pas, ça me donne pas d'émotion. Par contre, connaissant leur audience, connaissant l'outil derrière, connaissant ce qu'ils créent avec. C'est ça. C'est bangant, ça parle bien, c'est exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ouais. C'est unique. Le petit astérix avec les yeux dedans, c'est merci. Et il y a l'écosystème qui va avec aussi quand t'es sur la plateforme. Donc c'est pour ça que j'achète, vous avez fait un super job. C'est pas pour moi.
Mais vous avez fait un super job. Ouais, exactement. Non, et puis c'est hyper différenciant. En vrai, ce style-là, tu le vois, il y a que Twitch qui a proposé un branding comme ça. Et ouais, par rapport à la cible, t'es dedans à 1000%, quoi. En vrai, non, mais en vrai, j'achète Momo, Corpo, non. Tu mets l'ancien logo, je veux dire, vas-y, Nob, dégage, quoi. Le branding d'Adobe avant était horrible. Vraiment, franchement, dégueulasse. Ils l'ont fait tout en catimini tranquille, hein. C'était pas les gros trucs. Mais je suis super content parce que ça donne vraiment un peu plus un caractère. Ça fait partie des brandings réussis quand ils ont pris la marque et ils l'ont élevée. Ils ont pas repensé tout, ils ont pas essayé d'être trop clever à propos de ça et tout. Ils ont vraiment pris ce qui était beau, le A, ils ont changé, ils ont gagné un peu plus de edge avec un système de fond plus gras. C'est intéressant. On est en train, parce que je sais, on est en plus en train d'amener des visuels moins corporate, mais en utilisant les lifestyle, être plus flexible avec des artistes et tout, laisser plus libre. On est vraiment dans la bonne direction. Et plus on avance, plus ils essayent d'enlever le dub. De garder le A en tant qu'un peu comme exactement, j'allais exactement dire ça. Le A, il utilise énormément. Je regarde, tu vois, la Villa Collins, c'était que le A à l'entrée, tu vois. Et ça, c'est intelligent parce que les gens le connaissent. Le point, si je veux être ultra critique, mais ça c'est super personnel, le rouge est trop violent pour moi. Je voudrais un truc un peu plus un peu plus chaud, un peu plus invitant. Là, ça fait très, on est fort, power, comme t'as été avant, et ça le sait, mais un petit truc un peu plus soft qui me donne un peu plus envie d'aller vers vous. Je serais plus attaché. D'ailleurs, moi, généralement, j'utilise très rarement le rose. Le rouge, je vais m'amuser avec du rose ou machin. Avec les couleurs, finalement, étonnamment. As-tu un designer, un illustrateur, un typographe que tu adores et que tu souhaites partager avec nous? J'ai la chance d'être avec plein de créatifs, donc j'ai des trucs qui passent de fou furieux partout. J'aime beaucoup ce que fait Call Me George parce qu'il est très drôle, c'est très créatif ce qu'il fait. Et c'est simple, c'est ludique, mais il me fait énormément rire. Une locale de Nice, Anna Ariane, qui fait une progression absolument hallucinante depuis qu'on l'a rencontrée il y a 2 ans. À chaque fois qu'elle poste quelque chose sur les réseaux, c'est une autre étape. Elle affine son style petit à petit, ça me tue. Thomas Latter de Lyon qui fait des trucs, je pourrais continuer. T'en as pas un, t'en as plein. Je saurais pas choisir. Je pourrais en regarder qu'un. Un truc un peu différent et on le voit moins. Studio Betac qui fait tous les défilés pour Dior et tout. Ils sont à Paris, qui fait rêver à chaque fois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des gros trucs d'eux, mais ils sont absolument extraordinaires. C'est tu te mets là, tu tombes par terre, quoi. Je crois que de manière générale, il suffit maintenant de fouiller un peu. Les réseaux sociaux, t'entends, c'est dur, mais au fin de compte, t'as accès à avoir des gens absolument hallucinants. Et la dernière question qui va clôturer ce podcast. As-tu une anecdote un peu folle, une anecdote de zinzin à nous partager? C'est dur, il y en a pas mal. Il va nous refaire un coup, il va nous en dire 3. Je vais revenir, mais à mon temps où je travaillais en Angleterre en tant que creative director pour une agence, donc AMG WMI, un nom horrible qui faisait beaucoup de entertainment. C'était une compagnie américaine, c'était très sérieux, très corporate, mais ils faisaient des gros trucs super intéressants, mais les execs étaient ultra corporate et tout. Je crois que j'ai été un peu embauché parce que j'étais vraiment taré, et que je poussais les choses au maximum et qu'il fallait qu'un creative director qui faisait changer un peu la culture. Donc en gros, je suis resté 5 ans à vraiment les pousser au maximum, à les mettre inconfortables, pour qu'on ait vraiment un résultat qui soit bon. Et je pitchais à des corporates, des idées complètement de malade mental, où je les mettais vraiment dans des situations bizarres. Ça a fait partie de mes techniques, c'était d'aller prendre le plus senior et de piquer sur lui, quoi, pour le faire vraiment bouger l'esprit. Je fais, écoutez, j'ai besoin que vous fermiez les yeux 2 minutes parce que je vais vous faire souvenir d'un moment fort. Et je lui dis, la première question, je suis commencé tranquille, c'était un peu du style, est-ce que tu te souviens la première fois où t'étais dans un champ et t'as senti le vent qui se passait dans tes cheveux et cette plénitude, cette simplicité, ce calme, et après je fais, est-ce que tu te souviens de ton premier baiser? Et c'était très calme, très tendu. Quoi. Ma boss qui m'a regardé avec les yeux, mais j'étais complètement taré. J'ai fait souvent ça, où je demandais aux execs de faire des choses complètement différentes. Une fois, je les ai fait murmurer des onomatopées quand ils se sentaient bien, quand ils mangeaient, genre Et le faisaient. Ouais, j'aurais fait faire ça. Faites-moi le bruit quand vous dégustez quelque chose de sucré. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Est-ce que vous le sentez? C'est quoi le son?
Voilà, vraiment pour les faire partir. Tu les déconnectes. Donc je fais souvent ça, c'est une petite anecdote que j'aime bien faire. Pour d'abord tu crées la connexion par l'émotion avant quoi que ce soit, avant de montrer quoi que ce soit comme visuel ou quoi que ce soit, pour les mettre, pour les préparer. Et généralement une fois que tu as créé cette connexion, ils achètent le personnage, ils achètent l'émotion, ils achètent le visuel. C'est une super anecdote. Voilà. Merci beaucoup. C'était ma dernière question. Un petit mot de la fin, quelque chose? Continuez à être créatif, toujours. Ne prenez jamais non pour une réponse. Écoutez ce que disent les gens autour de vous, mais ne prenez jamais ça comme advice. Faites ce que vous croyez vrai, qui vous donne le goosebump, mais allez à fond et F everyone else. Nice. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci beaucoup.